Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 11. Max la menace. Nous avons vu dans le précédent épisode comment l'empereur Alex a bien malgré lui inauguré la crise du IIIe siècle à Rome. Son absence d'autorité sur l'armée va malheureusement lui coûter la vie. Ce qui est, si vous avez bien suivi, un peu un comble pour un empereur dont le nom de famille est sévère. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que cette crise importante de l'Empire romain commence une vingtaine d'années avant la première mention des Francs dans les textes. Car avant même d'aborder les Francs en détail, c'est tout le monde germanique qui se met à frapper aux portes de l'Empire romain vers 230-240. Au point où les Germains ont désormais un rôle de premier plan dans l'histoire de Rome. Les paysans sympathiques attachés à leurs vaches et à leurs cousins vont commencer à faire parler d'eux d'une manière retentissante en ce IIIe siècle. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Mars 235, l'Empire romain se retrouve donc momentanément privé de son empereur. Les légions stationnées à Mayence ont décidé de ne pas supporter plus longtemps le règne du bien trop faible Sévère Alexandre, qui portait si mal son nom. Et ils lui ont donc réglé son sort avec quelques coups de glaive bien ajustés au milieu de son camp militaire. Ils ont ainsi débarrassé Rome et l'histoire du dernier représentant de la dynastie Sévère du même coup. Une nouvelle page de l'histoire romaine commence. Ce qu'on appellera, bien plus tard, la crise du IIIe siècle. Parce que, si vous pensiez qu'un coup d'état militaire perpétré par un général indépendant d'un coin de l'Empire, sans autre légitimité que sa mainmise sur une ou deux légions, allait tout à coup amener la paix et la stabilité dans l'Empire, vous vous tromperiez lourdement. Mais on y reviendra. Les choses changent donc pour l'Empire romain. Mais les choses changent aussi du côté des tribus germaniques et plus particulièrement des Alamans dans leur rapport avec l'Empire. Alors, parlons un instant des Alamans. On l'a dit, on sait peu de choses de ce peuple en ce début de IIIe siècle. Ce sont des Germains, soit. Mais est-ce une tribu en tant que telle ? Pas forcément. Habituellement, on parle plutôt d'une confédération de tribus germaniques. Une confédération qui apparaît dans les textes romains à partir de 213 avec Caracalla, le grand-oncle de l'empereur Alex, et puis c'est à peu près tout. Pas de début en fanfare, juste un groupe de Germains agressifs vivant aux frontières de l'Empire sur la haute vallée du Rhin, qui se fait remarquer par son antagonisme avec Rome. Tout au plus, on peut supposer que cette troupe agglomère des hommes et des tribus suèves déjà existantes et d'autres peuples installés autour du Bade-Wurtemberg et de la Bavière actuelle. On parle de la plus grande partie du sud de l'Allemagne moderne, une zone qui fait la liaison entre les régions du Rhin et du Danube supérieur. Ils sont donc au contact de Rome depuis plusieurs décennies, et les épisodes malheureux de leur lutte avec Caracalla, comme les derniers démêlés sous Sévère Alexandre, démontrent qu'ils se connaissent assez bien avec leurs voisins romains. Ok, d'accord. Nos Alamans sont géographiquement à la frontière de Rome. Ils ont donc dû apprendre à vivre avec leurs voisins romains depuis belle lurette. Que ce soit dans les périodes de conflit, comme dans des périodes moins tendues avec le grand voisin impérial. Et on peut donc supposer qu'ils doivent avoir quelques informations sur ce qu'il se passe de l'autre côté du Limes. Maintenant, la question pour eux, c'est de savoir quelle politique adopter en ce printemps 235, alors que l'Empire vient d'être sonné par le meurtre brutal de l'empereur Alex. Malgré les dernières années de conflit entre Rome et les Alamans, les relations entre les tribus et l'Empire sont calmes en règle générale. Ce qui n'est pas l'image habituelle que nous renvoient les auteurs. Les historiens romains nous donnent l'impression d'une guerre totale et généralisée dans leurs écrits. Mais c'est une perception qui serait fausse. Les Germains et les Romains sont des voisins qui coopèrent plus qu'ils ne s'affrontent la plupart du temps.
En clair, la normalité jusqu'à ce stade de l'histoire, c'est que les Germains commercent massivement avec Rome, et pacifiquement en général. Et depuis assez longtemps en fait. D'abord localement, en fournissant les produits de première nécessité pour les milliers de légionnaires et leur entourage vivant le long de la frontière. Un commerce utile aux deux parties, les Germains trouvant en échange de leurs grains et de leur bétail de nombreux produits manufacturés de l'Empire. Franchement, qui ne rêverait pas de boire dans une belle coupe en argent produite en Asie mineure. Mais aussi, plus largement, en vendant les richesses exclusives dont ils disposent, et notamment l'ambre, cette résine naturelle fossilisée qu'on ramasse sur la Baltique et dont les Romains raffolent pour en confectionner des bijoux et des potions. Si un jour vous visitez un musée romain et voyez un bijou en ambre, dites-vous que c'était ça, le Made in Germany de l'époque. Inévitablement, la perspective de reprendre une relation commerciale lucrative si l'Empire se stabilise doit être tentante pour les chefs alamans qui tirent toujours bénéfice des relations économiques passant par leur territoire, ne serait-ce qu'en transit. Mettre le feu au village et massacrer tout le monde n'était donc pas la seule façon de discuter pour les tribus germaniques avec Rome. Mince alors. Ainsi, tu nous dis que négocier permet souvent de trouver des accords profitables aux deux parties. Moins fun tout ça, mais c'est probablement la meilleure option pour les Germains en général et les Alamans en particulier. Surtout quand ils savent qu'une opération militaire pourrait facilement mal tourner. Alors il y a une autre option en parallèle de la reprise des relations commerciales, et cela reste évidemment la diplomatie. Les Alamans qui tiennent la région peuvent aussi désirer renouer des liens avec la puissance romaine qui cherche toujours à contrôler indirectement ces territoires. Acheter la paix et l'amitié des grands chefs de guerre est une vieille stratégie romaine qui marche bien d'habitude avec les chefs germains. Rome aime les États tampons sur ses frontières qui assurent la stabilité régionale et tiennent à distance d'autres ennemis dont Rome ne veut pas se charger. La solution diplomatique devait forcément être sur la table cette année-là, si on en croit le récit des auteurs sur les intentions initiales de l'empereur Alex d'acheter la paix. Elle doit forcément avoir de l'intérêt pour les chefs alamans, quel que soit le nom du nouvel homme fort de Rome qui va remplacer l'empereur assassiné. En effet, pour un chef alamand ou germain, pourquoi prendre le risque d'aller se battre pour s'enrichir, avec tous les risques d'un pillage, alors qu'on peut obtenir de quoi vivre très confortablement en demandant gentiment une subvention à Rome? Les voisins de l'Empire comme les Alamans ont une carte intéressante en main avec leur localisation. Ils séparent Rome d'autres tribus et d'autres Germains encore plus pénibles et angoissants si on croit les écrits de Tacite. Et finalement, se faire payer grassement comme pseudo-garde-frontière n'est pas le pire job qu'on puisse imaginer pour un Germain. La troisième option consiste à l'opposé, à poursuivre la stratégie de pillage et d'agression entamée depuis au moins 20 ans. La guerre, ou en tout cas l'option militaire, est toujours une solution possible avec le commerce et la diplomatie. Et les Alamans ont su utiliser cette arme durant les dernières années, dès que Rome a baissé la garde pour se concentrer sur les autres fronts, le Danube ou la Mésopotamie. Avec le limes dégarni de troupes envoyées combattre à l'Est, les Alamans ont su monter des raids efficaces pour pénétrer dans les terres d'Empire et capturer butins et esclaves. On ne sait pas exactement de quelles options débattent les chefs alamans en ce printemps 235. Cherchent-ils à nouer des liens avec les Romains en estimant qu'ils se sont assez vengés de l'agression qu'ils ont subie? Peut-être. Difficile à dire franchement, car encore une fois, on ne sait rien de ces chefs alamans, les auteurs romains ne mentionnant aucun nom, aucun individu avec un rôle particulier. Mais quoi qu'il en soit, la question ne va finalement pas se poser pour eux que de devoir choisir entre commerce, diplomatie ou raid. Car les Romains vont faire ce qu'ils savent faire de mieux lorsqu'on les défie, imposer leur solution. Immédiatement après la mise à mort de l'empereur Alex, les légions du Rhin décident de mettre sur le trône leur propre chef, le général Maximin le Thrace ou Thrax. Maximin se trouve à proximité, à Mayence, à la tête des légions de défense du Rhin, donc à seulement quelques kilomètres de la tente où a fini l'empereur Alex. Si cette proximité vous semble louche, sachez qu'elle a semblé tout aussi suspecte aux auteurs de l'époque. Pour une bonne partie d'entre eux, Maximin était sans aucun doute possible derrière le meurtre d'Alex. Maximin Thrax est un cas exceptionnel selon les auteurs romains, qui ne manque pourtant pas de personnage détonnant. Un homme au physique hors norme, si on en croit l'histoire Auguste, une compilation de biographies d'empereurs pas trop fiable écrite au IVe siècle, jamais avare de détails pittoresques, voire carrément invraisemblables. L'histoire Auguste, donc, le décrit comme un géant de 2,40 m,
avec une force et une endurance incroyables. Il aurait été recruté dans les légions par Septime Sévère, qui passait par son village durant son adolescence. Mais après avoir fatigué à la course à pied le cheval de l'empereur, il aurait simplement vaincu 7 de ses meilleurs légionnaires, l'un après l'autre en combat singulier, à la lutte. Oui, alors d'un certain côté, ça semble vaguement plausible. Mais d'un autre côté, la même source précise que l'homme peut manger 30 kilos de viande par jour et boire 25 litres de vin. Même dans une churrascaria brésilienne, vous n'avez pas autant que ça. Je pense qu'on peut dire que le terme pas trop fiable pour l'histoire auguste est une litote. Et si on décide qu'une partie des écrits sont des affabulations, on peut difficilement accepter de dire que le reste est 100% crédible, surtout dans ce cas. Mais bon, faisons l'hypothèse qu'on avait quand même affaire à une force de la nature. Que peut-on dire de plus sur ce Maximin Thrax ? Plus certainement, notre homme est né près de la frontière du Danube, de parents provinciaux. Sans doute de lointaine ascendance barbare, même si lui et sa famille sont 100% romanisés à ce stade. Par contre, Maximin n'a sans aucun doute pas une goutte de sang patricien dans les veines, d'où le surnom un peu condescendant de Thrax ou le Thrace. Un surnom qui marque bien son origine de rustre de province, issu de cette région située à peu près au sud de la Bulgarie moderne. Parti de rien au sein des légions de Septime Sévère 40 ans plus tôt, il a fait une carrière stupéfiante dans les légions romaines. Maximin fait partie de cette nouvelle génération de soldats méritants, et en particulier ceux des Balkans, en qui Septime Sévère a confiance et qu'il a mis au poste important de l'armée. Notre homme a gravi donc tous les échelons pour arriver à la tête des légions du Rhin, et finalement à celle de l'Empire. Et Maximin Thrax ne va pas faire preuve de la moindre hésitation une fois parvenu sur le trône. D'abord, il fait le ménage en se débarrassant des soutiens d'Alex, puis il réorganise son armée en combinant les forces de Mayence avec celles qu'amenait l'empereur en renfort. Été 235, Maximin déclenche la 4e option, c'est-à-dire la guerre. Mais pas la guerre de pillage que les barbares ont menée jusqu'à maintenant en territoire romain. Non, Maximin fait construire un pont quelque part sur le Rhin et il lance son armée sur le territoire des Germains pour la plus grande offensive outre-Rhin jamais vue depuis 2 siècles. Ok, si on ne sait pas ce que les Alamans voulaient faire à la suite de la mort d'Alex, on comprend que les Romains, eux, ont décidé de lancer l'offensive. Inversement, si son rôle originel était de commander les légions du Rhin et de se préparer à la guerre, et qu'en plus l'empereur Alex lui a amené sur un plateau les troupes existantes, notre géant des Balkans s'est retrouvé avec toutes les cartes en main. C'est vrai. Et ne soyons pas trop surpris de la décision de Maximin. Tous les auteurs de l'époque confirment que c'est un guerrier dans l'âme, une force de la nature qui est arrivé en haut de l'échelle de l'armée par sa bravoure et ses capacités militaires hors normes. L'homme est un battant, un soldat dans les tripes. Il était donc peu probable qu'il serait rebuté par l'option militaire de base. Et puis, en réalité, quel autre choix avait-il de toute façon ? Lui qui a formé les recrues des troupes du Rhin pour les préparer au combat et qui reçoit une armée de renfort qu'on dit dépitée par le manque d'enrichissement des dernières années sous Sévère Alexandre. Une armée déçue par son indécision et son manque de courage, soi-disant. Maximin Thrax est un parfait inconnu, sans légitimité aux yeux de l'Empire en cet été 235. C'est un guerrier parvenu au sommet de l'État, sans soutien politique et civil à Rome, et empereur seulement par la volonté de l'armée du Rhin et un bon concours de circonstances. Et rien d'autre. A-t-il seulement les moyens de s'opposer à leur volonté ? On voit mal comment il aurait pu ne pas chercher à asseoir sa réputation de commandant en chef directement, ni d'offrir une bonne occasion de pillage aux troupes privées de butin et de gratification sous l'empereur Alex. En tout cas, s'il voulait rester sur le trône plus que quelques jours. On pourrait dire, pour paraphraser un célèbre youtubeur, pour Maximin, la question, elle a été vite répondue. Il n'y avait qu'une décision réaliste possible, en fait. Le nouvel empereur devait aller porter le fer chez les Alamans, et tant qu'à faire, ne pas y aller de main morte. Les auteurs font d'ailleurs passer Maximin pour une brute épaisse, amoureux de la violence et sans la moindre pitié. Et après tout, cette description sonne juste dans le fond. Mais cela n'est pas forcément contradictoire avec l'idée qu'il était peut-être également tout autant prisonnier que l'empereur Alex de ses légionnaires pour prendre ses décisions. En tout état de cause, pour les chefs alamans, la situation change du tout au tout évidemment avec cette nouvelle. Ils ont probablement entendu parler ou même pu rencontrer cet homme redoutable qui a pris en main le recrutement des soldats dans la région du Rhin.
Si les Alamans ont des espions et des relais sur place, ils ont compris qu'ils ont affaire à un guerrier d'expérience et un leader éprouvé, un homme qui ne sera pas aussi facile à amadouer que son prédécesseur. Et puis, il n'y a pas que Maximin Thrax en fait. Il y a aussi son armée, et pas n'importe quelle armée. Le nouvel empereur entre en territoire ennemi à la tête de plusieurs légions. Des légions recrutées par ses soins ou des vétérans emmenés par l'empereur Alex de Mésopotamie pour stabiliser la frontière et au moins impressionner les Alamans avant les négociations. Quoi qu'il en soit, on a affaire à une masse considérable de soldats. L'auteur de l'histoire Auguste parle de toute l'armée romaine, rien que ça. Mais bon, là encore c'est sans doute une simplification, une autre manière de dire beaucoup de soldats. Ce qu'on peut estimer à plusieurs dizaines de milliers d'hommes, peut-être 40 000 combattants qui traversent le Rhin cet été-là. Inversement, nous n'avons pas de chiffres précis sur les forces alémaniques disponibles à ce stade. Mais on peut faire le pari que les Alamans n'ont pas les moyens logistiques et techniques pour monter une force similaire à même d'affronter les Romains. Les tribus peuvent mobiliser beaucoup d'hommes, mais pas forcément équiper et structurer une force pareille pour mener une guerre conventionnelle. Et puis, il y a plus que la simple arithmétique du nombre d'hommes dans chaque camp. La force des Alamans, c'est avant tout les troupes de choc, les soldats équipés d'armes de contact à même de frapper au corps à corps. Car les Germains n'ont pas à ce stade d'organisation sophistiquée des troupes. La procédure standard consiste à se rassembler sur un point précis à couvert et à courir en masse sur l'ennemi, et ainsi à l'engager au corps à corps avec un maximum d'impact pour briser son organisation et provoquer la panique. Une panique localisée, mais qui peut entraîner toute une armée en déroute. Mais cette technique ne peut marcher que si vous arrivez à vous approcher des lignes romaines. C'est ça l'enjeu pour les Germains, se ruer assez vite sur les Romains pour casser leur ligne de défense, ou au moins une partie. Sauf que les Romains connaissent une ou deux choses au sujet de la tactique militaire quand même. Et Maximin dispose notamment, grâce au renfort de Sévère Alexandre, de troupes auxiliaires spécialement équipées et formées pour contrer ce problème. Des javelots morts, des archers arméniens, des cavaliers parthes, des hommes recrutés aux quatre coins de l'Empire, formés au combat à distance. Et non seulement des troupes auxiliaires capables de frapper l'ennemi avec des armes de jet ou de trait, mais aussi de l'artillerie antique, comme les scorpions, ces machines sophistiquées capables de projeter des flèches à grande vitesse. Les Alamans, aussi braves soient-ils en combat à corps, sont peu préparés à se carapacer en formation pour se protéger collectivement contre des armes de ce type qui fonctionnent un peu comme un tir de barrage pour de l'infanterie moderne. Une charge frontale contre des légions romaines dans ces conditions est très risquée. Les Romains sont assez doués pour supporter une charge avec leur formation compacte, et si leurs armes de jet et de trait viennent les soutenir, c'est l'hécatombe garantie pour les assaillants. Donc, en 235, alors que les armées de Maximin Thrax traversent le Rhin, la vérité pour les Alamans, c'est qu'il ne reste plus qu'une seule solution. Et cette solution, c'est la fuite. Les auteurs qui nous rapportent la campagne décrivent d'ailleurs une guerre à sens unique. Maximin brûle les villages, détruit les troupeaux, massacre une bonne partie de la population ou les réduit en esclavage. Une campagne éclair qui ravage le sud de l'Allemagne moderne. Un beau morceau de bravoure, pourrait-on dire, avec un empereur à la tête de l'armée qui laisse s'enrichir en pillant le pays. Une campagne pas vraiment glorieuse, une campagne d'éradication de la menace nette et sans bavure. C'est bien ça ? À la première lecture en tout cas, Maximin fait un ravage sans trop d'opposition dans le territoire alamand dès les premières semaines. D'autant que l'histoire Auguste précise pour terminer que si tous les Germains n'avaient pas fui vers les marais et les forêts, Maximin aurait mis tout le pays sous sa domination. Cet été 235 ressemble à une promenade militaire pour les Romains, à en croire les auteurs. Mais il y a une autre façon de lire ces textes en fait, une autre manière qui pointe très clairement dans une autre direction. En creux, on comprend que cette fuite des Alamans n'est pas juste un sauve-qui-peut éperdu dans les bois. Comme la suite va le démontrer, les Alamans ont clairement une stratégie, celle d'un repli calculé pour éviter l'affrontement direct avec un ennemi imbattable en plein champ. Et la technique a plusieurs avantages. Évidemment, vous allez me dire, restez en vie pour commencer. Avantage non négligeable pour un Alamand comme pour n'importe qui devant un ennemi venu faire du carnage. D'accord. Mais il y a plus que ça. La fuite signifie surtout dans ce contexte un repli sur du terrain favorable. D'abord, ces zones forestières et marécageuses qui constituent l'habitat des Alamans sont extrêmement difficiles à explorer pour les Romains qui ne connaissent pas les lieux et peuvent avoir du mal à retrouver leur chemin pour poursuivre un ennemi.
Mais en plus, avancer en formation compacte et utiliser les atouts des armées romaines y est virtuellement impossible. Les forêts denses, comme les marais avec leurs multiples cachettes, empêchent les troupes de javelots et les archers d'être efficaces contre des ennemis bien protégés par l'environnement naturel. Ce sont de superbes protections contre une armée incapable de déployer sa force de frappe dans des conditions pareilles. Et puis, il y a un dernier avantage à cette technique de fuite. En se retirant en profondeur dans les terres, les Alamans cherchent à étirer la ligne logistique romaine. Car la puissance de cette armée dépend en grande partie de sa chaîne d'approvisionnement, qui est indispensable pour progresser correctement. Vivres, matériel, renforts, tout cela ne peut s'acheminer vers la tête de l'armée que si une ligne logistique subsiste plus ou moins entre les troupes en campagne et les bases d'outre-Rhin. Sinon, la seule autre option consiste à couper les liens et vivre sur le terrain, entre guillemets, en pillant tout sur son passage. C'est aussi une option que les Romains ont sans doute utilisée partiellement, mais bien plus épuisante pour l'armée d'invasion, et qui ne peut pas fonctionner indéfiniment. En attirant Maximintrax à l'intérieur du pays, les Alamans le poussent à prendre des risques, soit sur sa chaîne logistique, soit en cherchant un combat rapide en terrain défavorable. Bon, si je résume, la soi-disant fuite des Alamans dans les bois et les marais ressemble en fait à une véritable guerre asymétrique. Les Alamans sont en train de mettre en œuvre ce qu'on appellera bien plus tard la guérilla. Devant un ennemi logistiquement et ou militairement supérieur, il faut utiliser le pays à son avantage pour conserver ses forces et saigner celles de ses ennemis. C'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre ce petit bémol de l'histoire auguste sur Maximin. Presque sur le point de soumettre tous les Germains. Presque. Si on écarte la propagande, on réalise surtout que les troupes romaines sont incapables de soumettre vraiment ce peuple. Ce que l'auteur met sur le compte de la forêt et des marais, sous-entendu un espèce de coup de bol monstrueux qui assure la survie des Alamans, cela semble bien être en fait une stratégie de leur part. Finalement, est-ce que c'est les Alamans qui sont chanceux ou bien les Romains qui sont trop arrogants et trop sûrs d'eux ? Notre perception des Germains des tout premiers siècles est trop souvent contaminée par la vision romano-centrée du monde que nous donnent les auteurs latins. Les Romains ont tout inventé, ont tout compris. C'est uniquement leurs problèmes politico-économiques qui déterminent le cours de l'histoire ici ou là. Une défaite romaine est forcément le responsable est le général romain ou la désunion des forces romaines. Mais sinon, ils ne peuvent que gagner normalement. Les autres ennemis ne sont là que pour le décor. Victoire ou défaite de Rome ne dépendent toujours que de Rome. Mais nous devons essayer, avec le peu d'informations dont nous disposons, de nous extraire de cette vision simpliste d'un monde où tout part de Rome et tout s'explique avec Rome. Une autre lecture est possible. Une lecture qui nous laisse deviner des Germains pas si bêtes et pas si ignorants qu'ils ne comprendraient pas les atouts dont ils disposent pour mener une guerre asymétrique et tenir sur la durée face à une armée bien plus forte. Il y a une certaine forme de sophistication et d'intelligence stratégique à savoir faire le gros dos lorsque l'arithmétique du moment est contre vous. Les Germains du IIIe siècle, aussi frustres et simples que nous les décrivent les auteurs, comme le cinéma moderne, avaient tout de même assez de finesse pour mettre en œuvre une tactique de ce genre. Être moins fort sur un champ de bataille conventionnel ne veut pas dire sans capacité guerrière, ou sans sens tactique. Et puis, il y a plus que cela quand on y pense. Il n'est pas évident que les Romains aient perçu, obnubilés qu'ils étaient par la force militaire inférieure dont ces peuples disposaient, qu'une arme plus redoutable était en train de grandir chez leurs voisins. Et cette arme, c'est la connaissance intime du monde romain, de ses forces comme de ses faiblesses, de ce que Rome est capable de faire, comme de ce que Rome ne peut pas réaliser. Ne laissez pas les auteurs romains vous embrouiller. La faiblesse des Germains du IIIe siècle, qu'ils nous décrivent, cache leur plus grand atout en devenir, la compréhension de leur ennemi. Une arme que Rome ne possédera sans doute jamais, et que les Germains, à commencer par les Alamans, et puis bientôt les Francs, vont apprendre à maîtriser pour en devenir experts. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur méropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.